un facteur de développement et le Niger, bien sûr, l'a vu aussi comme ça. On va prendre ce reportage de Yolen Etouké et on revient. Il faut parfois évoquer le passé pour comprendre le présent. Le Niger a accueilli les Jeux de la francophonie en 2005, les Jeux de la SINSAD en 2009, la CAN U17 en 2015. Donc il y a quand même des acquis historiques que nous avons et sur lesquels nous allons nous baser pour réussir ce défi organisationnel. Des acquis sur lesquels le Niger peut s'appuyer pour relever le double défi qu'il s'est fixé. Celui de réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, dont il est hôte cette année, mais aussi de porter haut les couleurs du pays sur le plan sportif. Nous avons une génération de joueurs qui est en train d'arriver tout doucement à maturité. C'est le même groupe, le même noyau qui était à la CAN des cadets en 2017, à la Coupe du Monde en 2017 en Inde, et qui a monté en grade 2 ans après pour être junior, pour être moins U20. Donc là aussi, avec quand même la bonne campagne de préparation que nous avons connue, nous espérons que nous pouvons vraiment avoir des résultats satisfaisants, c'est-à-dire se qualifier pour la Coupe du Monde, être demi-finaliste donc, et pourquoi pas remporter le trophée. Depuis le 2 février 2019, les villes de Niamey et Maradi sont le théâtre du grand rendez-vous du football africain dans la catégorie des juniors. Pour accueillir les 8 équipes africaines qualifiées pour la phase finale de la compétition, 2 stades ont été choisis. Le stade général Séni Kountié de Niamey, doté d'une capacité de 35 000 places qui répond aux normes internationales. À Maradi, la capitale économique du Niger, le stade qui accueille les rencontres du groupe B a lui une capacité de 10 000 places. Pour réussir l'organisation de la CAN des moins de 20 ans, les autorités nigériennes ont mis les bouchées doubles. D'abord sur le plan de rotation entre Niamey et Maradi, distante de près de 660 km, le gouvernement a mis à la disposition de quelques privilégiés en vol spécial. Un avion qui était là pour la rotation, mais qui est principalement réservé aux officiels, notamment de la CAF, aux délégations des équipes, les partenaires de la CAF, les officiels et autorités nigériennes. Mais on va voir selon les matchs, selon les déplacements, la possibilité d'avoir quelques places pour les médias. Tout le monde évidemment ne sera malheureusement pas servi, mais nous allons voir ce qu'il serait capable, ce qu'il serait possible de faire. L'accès à Internet pour les médias a lui aussi été facilité. En ce qui concerne la connexion Internet, vous savez que c'est un outil qui est désormais nécessaire. C'est évidemment un point d'honneur que nous avons à permettre une parfaite connexion à tous les utilisateurs, à tous ceux qui sont à cette CAN pour travailler, notamment d'abord les journalistes, mais aussi les officiels de la CAF. L'accent a été mis en place au niveau de la presse. Ainsi donc, la tribune de presse sera connectée, la salle de presse évidemment, et donc il n'y a aucun souci à ce sujet. On a travaillé avec un opérateur local qui a fourni les connexions Internet aussi bien à Niamey qu'à Maradi. Donc sur ce plan, vraiment, on ne se fait aucun souci. On va croiser les doigts pour que techniquement tout tienne la route. En tout cas, ils nous ont mis les mégas nécessaires pour que cet aspect soit couvert. Pays en pleine mutation infrastructurelle, le sport pourrait bien être le catalyseur qui permettrait au Niger d'atteindre plus rapidement la vision moderniste qui s'est installée depuis que le MENA a pris la décision de s'envoler, avec pour objectif de s'imposer en Afrique. Alors on l'a vu, on a bien compris que le développement est en train d'entrer au Niger. Niamey, 35 000 places, Maradi, 10 000 places. Comment évaluez-vous à ce jour la mobilisation et surtout l'impact marketing des compétitions et de la compétition dont on parle aujourd'hui, les U20, Franck? Bah, moi, je pense que et ça c'est un petit souci que j'ai au niveau de la CAF. J'ai l'impression qu'on a vraiment maximisé sur les CAN seniors. Et quand je dis même les CAN seniors, c'est essentiellement la CAN senior masculine. Parce qu'au niveau marketing, on a l'impression, enfin, du moins, l'impression qu'on a toujours, c'est que ça se vend pas assez. Aujourd'hui, on en parle. On n'entend pas trop parler. Nous, aujourd'hui, on en parle parce qu'on est une émission qui est spécialisée dans cela, mais très peu en parle. Mais parce que justement, et quand on voit même au niveau des sponsors,
on n'a que Total, par exemple. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde la plupart des namings même du tournoi, c'est-à-dire le meilleur buteur, ceci, ce n'est que Total. Et on a l'impression que soit alors le sponsoring est très cher, et ce qui fait en sorte que les sponsors locaux ne veulent pas venir, soit alors la compétition n'est pas bien vendue et peut-être les sponsors ne viennent pas. Moi, j'opterais plus pour la première option. J'ai eu l'occasion quand même de regarder souvent les tickets sponsoring de Lagardère, qui justement est en charge de tout ce qui est gestion d'image, gestion marketing des compétitions CAF. J'ai souvent l'impression que c'est bien au-delà du pouvoir d'achat, entre guillemets. Ça veut donc dire que les sponsors, c'est pas qu'ils ne veulent pas venir, les sponsors locaux, pas. oui. Je vous ai dit par exemple tout à l'heure, vous prenez un pays comme le Niger, avec un PIB de 8,12 milliards de dollars. Donc vous voyez quand même que l'entreprise qui va générer c'est difficile déjà pour une entreprise de pouvoir dégager un chiffre d'affaires annuel d'1 milliard, par exemple. Et donc, si vous leur dites, ok, le ticket d'entrée, par exemple, pour être sponsor, il faut 500 millions, c'est-à-dire pratiquement, ce sera compliqué pour ces entreprises-là de pouvoir venir. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve en Afrique, tout au moins dans ce qui concerne les compétitions intermédiaires, des formules qui puissent permettre aux sponsors locaux vraiment de pouvoir également... Je sais que ça ne rapporterait pas grand-chose dans les caisses de la CAF, au vu par exemple de ce que rapportent les gros sponsors comme Total, Orange et consorts. Mais je pense quand même que ça permettrait tout au moins au COL, c'est-à-dire au comité local d'organisation, de pouvoir quand même souffler financièrement. Donc il faudrait que la CAF trouve vraiment une véritable formule pour permettre vraiment aux sponsors locaux Est-ce que tu penses, Yves, que ça pourrait justement, si on parle des sponsors locaux, est-ce que donner l'opportunité aux sponsors locaux de s'exprimer dans ce genre de compétition pourrait motiver le PIB du pays en question, le pays organisateur? Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas l'opportunité. Il a dit que c'est assez élevé pour eux. Avec soin ce que Franck disait, comment une compétition qui a 1 milliard à l'organisation de francs CFA, le ticket d'entrée, tu as dit, on est à 500 pour millions. Je n'ai pas les chiffres exacts du ticket d'entrée, mais généralement, Lagardère ne met pas ses prix à la bourse quand même. Voilà, non, façon de dire que financièrement, c'est une irrégularité. Et ça n'a pas de sens. La compétition en elle-même coûte un certain montant. Et comment un ticket d'entrée, même si c'est un sponsor, même si c'est une grande société, c'est vraiment en fonction du coût total de l'organisation. Donc je ne comprends pas comment, on va dire, sponsoring et tout, logiquement, ça devrait être ouvert aux locaux, vu même le montant que ça coûte. Avec 35 000 places quand même pour un stade, je pense que à des prix aussi élevés, 35 000 places pour le stade de Niamey et Maradi, 10 000 places, c'est quand même énorme pour demander à un fan de venir. S'il faut dire un mot par rapport au sponsoring, moi je dis l'intérêt du sponsor dépend principalement de deux éléments. Le niveau de médiatisation de l'événement et qui aussi est tributaire du plateau sportif. Ce que s'appelle plateau sportif, ça veut dire quoi? Si vous avez un tournoi, vous savez qu'au moins, si en Afrique on avait un U20 qui était africain, qui jouait par exemple à Liverpool, et qui faisait l'objet d'une grande exposition médiatique et d'une grande attraction, il pourra permettre aux sponsors de trouver un élément fédérateur. Donc il n'y a pas d'élément attractif selon toi? Moi je dis encore, il n'y a pas d'élément attractif sur le produit. Qui pourrait attirer un sponsor local? Pas nécessairement attirer un sponsor local. Le sponsor a des arbitrages à faire, il faut le dire comme ça. Il y a d'abord son ambition marketing, son ambition commerciale. Maintenant, il doit faire un arbitrage par rapport à ce qui pour lui est prioritaire. Ça ne veut pas dire que les sponsors qui ne viennent pas pour l'événement U20 ne s'engagent pas sur les opérations publicitaires sur le plan local. Mais simplement, est-ce qu'il y a une adéquation entre ces objectifs et ce qu'il peut avoir en termes de budget? Même si je pense que le football de plus en plus commence à avoir des connotations oligarchiques, c'est-à-dire que vous avez un gros sponsor qui paye gros. Enfin, je veux dire, les agences profitent. La loi du plus fort, on va dire. La stratégie des agences aujourd'hui est payer gros et moins de contrats à gérer. Faire le follow-up de 12 contrats pour un événement, c'est aussi extrêmement budgétivore pour une agence qui gère les droits comme Lagardère par exemple. Alors, du coup, il est préférable d'avoir deux sponsors qui peuvent arriver au prix et qui permettent d'éponger. Donc je pense que pour être parfaitement d'accord avec lui que la CAF doit faire des arbitrages, mais après il faudrait aussi le premier élément investissement qu'on doit faire, c'est travailler au niveau des médiatisations du championnat et d'arriver à attirer
davantage soit les binationaux qui bénéficient d'une grande exposition en Europe, qui peut permettre à certains sponsors de s'associer. Si on prend les 8 pays qui sont engagés, on va chercher très peu de stars du genre Mohamed Salah, il y a très peu des U20 qui sont des méga stars comme Kylian Mbappé l'a été avant cet âge. Donc il faut dire que les U20 c'est exactement l'âge de Kylian Mbappé. Mais si on cherche en Afrique, on ne va pas trouver des joueurs qui bénéficient de la même exposition que Kylian Mbappé. Donc du coup, il y a un peu d'intérêt pour des marques de s'associer. Ok, je pense que je vais te passer la parole à Pierre. Maintenant, je vais pourtant toucher sur ce que tu as dit. L'édition dernière, on parlait de ça, de mettre en avant ces joueurs. Je pense que c'est à nous les pays africains, de pouvoir mettre en avant nos joueurs pour avoir cette attractivité-là ou cette attraction. Et est-ce que les sponsors puissent s'intéresser quand même, Pierre? Oui, en fait, il faut dire que la dernière fois, justement, j'ai évoqué, nous avons discuté sur le fait que après un match, que les journalistes courent généralement vers le président du club pour avoir les extras. Voilà, c'est pour avoir un commentaire X, Y, Z, alors qu'il y a un joueur qui a marqué 2-3 buts, qui a eu une position de balle ou alors qui a fait des exploits pendant le match. Donc l'idée c'est de mettre en valeur et de mettre en avant les talents. C'est-à-dire le président du club est talent parce que il sait comment gérer un staff, il sait où chercher de l'argent, comment faire ici. Mais le véritable produit du football, c'est le joueur. Exactement. C'est le joueur. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre en avant les joueurs pour en faire des véritables stars. Si aujourd'hui, je prends un exemple, nous sommes au Cameroun. Si aujourd'hui, tout à l'heure on discutait en off avant que l'émission ne commence. Il y a un gamin qui a marqué 3 buts pendant la première journée du championnat camerounais. Mais si vous me posez la question de savoir si à la maison mes enfants connaissent le nom de ce joueur-là, je dis non. C'est à toi de leur dire. Non, mais moi je vais leur dire. Mais le truc c'est que moi je vais leur dire. Mais c'est pas moi la télé qui regarde tous les jours. C'est vrai. C'est pas moi l'émission radio qu'ils écoutent tous les jours. Mais si Kylian Mbappé marque 3 buts, ou alors si un joueur X marque 3 buts, un joueur de Sedan marque 3 buts, on va faire le buzz. Donc maintenant, pour revenir au niveau de la compétition, moi je dis toujours, il faudrait que, je connais pas trop bien la politique de Lagardère, mais il faudrait bien que Lagardère arrive à travailler avec des agences au niveau local, à chaque fois qu'il y a une compétition. Parce que vous savez, on a souvent l'impression de maîtriser la chose quand on ne vit pas dans un pays. Alors, il y a une compétition quelque part. Lagardère, évidemment, va envoyer des prospects, venir voir, identifier quelle compagnie peut nous aider. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a plus de 500 compagnies qui ont un certain nombre un chiffre d'affaires. Et généralement, on va à la direction des grandes entreprises pour négocier avec ces gens-là. Mais il y a des compagnies, il y a des startups qui veulent se positionner sur l'échiquier publicité. C'est-à-dire, je prends un exemple de Elon qui a levé 1,3 milliard d'euros, je pense. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros environ. 1,3 milliard environ. Ouais. Vous pensez que ce monsieur-là ne veut pas faire de publicité? C'est-à-dire que s'il y a un événement au Cameroun, forcément il va vouloir faire la publicité de son drone. Exactement. Si Lagardère ne se rapproche pas d'une agence comme Onco, Six Sports, Tattoo Vibes et autres, ils ne seront peut-être pas au courant qu'une structure comme celle-là existe. Mais c'est ce que je vous disais, la semaine dernière, c'est aussi à vous d'aller voir ces personnes comme ça. Attendez, le truc c'est quoi? C'est que, vous savez, si moi j'ai un contrat, Franck Gislain Ongene a eu un contrat à travers sa compagnie avec la FECA Basketball. Franck, qu'est-ce que Franck a fait? Il dit, il met sur une plateforme où il y a des agences de marketing sportif, il dit, les gars, j'ai ce contrat, je ne peux pas bosser seul. Vous voyez un peu. Franck serait resté et il y a une compétition à, je sais pas, Bamenda. Et Franck serait allé à Bamenda, commencer à faire X, Y, Z. Mais s'il y a une agence à Bamenda, basée à Bamenda, qui connaît, parce que vous savez aussi en affaires, généralement on fait des affaires avec ceux qu'on connaît. Hein. Pas forcément c'est le meilleur produit, mais c'est vraiment ce qu'on connaît parce qu'on a même inconsciemment la volonté de faire confiance à la personne qu'on a en face de lui. Exactement. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si la Lagardère arrive au Cameroun, on a la CAN 2021, c'est aussi un appel. Hein, on a la CAN 2021, la Lagardère dit ok, moi je vais recenser une vingtaine d'agences. Et je vais voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et généralement, l'agence, on est payé sur un prorata d'apport. Vous voyez un peu. Donc, oui, maintenant, au-delà de ça, il faudrait aussi que le package soit aussi adapté au niveau
c'est-à-dire au marché local, parce que on ne peut pas vendre un package au Nigeria à 500 millions d'euros ou de dollars, ou à 1 million de dollars, et vendre le même package à 1 million de dollars au Niger. Oui. Il y a quand même une incongruité. Justement, il faut contextualiser C'est clair qu'il faut contextualiser selon la masse, comment on dit, on va dire le PIB selon la compétition. d'achat d'un pays. Yannick l'a dit un truc tout à l'heure. Il faut contextualiser. Je vais chuter, s'il te plaît. Il faut contextualiser en fonction de la compétition. Oui. En fonction du pays où la compétition, avec le host. Donc, il y a tout ça qu'il faut. Pouvoir d'achat sur. Oui, en 2 secondes, avant de te passer la parole, Yves, je pense en 2 secondes. Ce qu'il faut comprendre entre la stratégie des agences comme Lagardère, c'est premièrement, il est proscrit chez eux dans leur process, pas d'intermédiaire, privilégier les relations avec le client. Maintenant, il y a une autre contrainte. Premièrement, quand on parle de droits TV, il faut aussi comprendre qu'on les achète. Le droit marketing. Les droits marketing et le droit TV, on les achète auprès de la CAF. Exactement. La CAF a ses contraintes. Le prize money des équipes, gérer des contraintes logistiques, et tout le reste, tout cela a un coût. Maintenant, il va falloir que le gestionnaire des droits puisse d'abord satisfaire les exigences de la CAF qui sont aussi un peu élevées. C'est-à-dire que si vous voulez organiser un événement à la terre africaine, n'allez pas demander à quelqu'un de payer un ticket de sponsor de 500 000 francs. Ça, mais pour ça, ils ne s'en sortent pas. Et la CAF ne s'en sort pas, la GAD ne s'en sort pas non plus. Donc moi je dis, tout ce qu'il faut simplement, c'est éduquer les entreprises, leur dire qu'ok, il faut investir massivement dans le produit. Maintenant, il faudrait que la CAF d'abord travaille sur la capacité. Non, attends, Yves avait quelque chose à dire par rapport à ça. Quelque chose à ajouter de façon vraiment plus macroéconomique. Oui. Parce qu'il y a plein de contradictions. En même temps, on dit aux pays africains, le seul moyen de se développer économiquement, ça passe automatiquement par la sous-traitance. Oui. Beaucoup de pays d'Afrique, c'est ça. Mais en même temps, on ne veut plus justement de ces PME de se mettre en avant, il faut choisir. Il faut choisir. On te dit, en Afrique noire, de beaucoup de pays, c'est indispensable de passer par de sous-traitance à travers les PME, ne serait-ce que pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Oui. Alors pourquoi on pense que ça devrait être exclusif à certains secteurs et pas à d'autres? Mais pourquoi exclusif? Il faudrait bien qu'il y ait une sorte de partage quand même. Moi, en fait, je veux dire que peut-être même il peut y avoir des entreprises localement qui peuvent prendre le risque, mais qui ne comprennent pas toujours la compétition. Moi, je prends un cas simple. Pour préparer cette émission, il fallait bien qu'on puisse se documenter. Bien sûr. Moi, j'ai pas pu avoir un seul document sur la toile, par exemple, un document PDF. Par exemple, aujourd'hui, c'est la norme. Lorsqu'on a des compétitions un peu comme la Tropicale Miss à Bongo qu'on évoquait la saison dernière, vous avez un dossier marketing. Exactement. Mais vous trouverez difficilement le dossier marketing d'une CAN sur Internet. Pourtant, c'est censé peut-être ça être considéré comme mineur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On ne devrait pas atteindre ce niveau-là. Moi, tout à fait, voilà, les chiffres. Je pense qu'il faudrait. Moi, ce que je dirais, par exemple, quand vous prenez, on vous dit, ok, le Niger aujourd'hui, c'est un exemple. On vous dit le Niger, par exemple, c'est 14,9 millions d'habitants. Vous savez que si c'est 14,9 millions d'habitants et que je veux faire une action d'activation, le stade, par exemple, de Niamey, 35 000 places. Si je veux faire une activation, je sais que je peux toucher potentiellement 30 à 35 000 personnes. À Maradi, 9 à 10 000 personnes. Donc, mais si vous n'avez pas ces chiffres à l'avance, c'est compliqué. Et du coup, c'est pour ça que je dis. Parfois, on peut même sous-estimer les sponsors. On peut même avoir des sponsors que je dirais être, par exemple, des sponsors panafricains. Vous prenez un exemple comme une marque comme Coca-Cola. Vous savez que si je suis Coca-Cola à Abidjan, je peux être Coca-Cola Niamey. Ça ne dérangerait pas. Je peux activer sur Niamey sans avoir peur. De toute façon, le marché de la CEDEAO est assez ouvert. Donc, mais vous ne pouvez pas, le sponsor il ne viendra pas simplement parce qu'il ne connaît pas la compétition, il ne connaît pas le potentiel de la compétition. Moi, j'inciterais plus la CAF justement à ventiler la documentation, ventiler les chiffres, mettre à la disposition justement voilà, pour qu'on puisse quand même savoir que ok, je peux ne pas avoir peut-être le budget, mais quand même en fonction de l'importance de la compétition, voilà comment je peux me mouvoir, voilà. Et donc je me dis, il faudrait justement accentuer je vais rester avec toi, Franck. On a parlé de faire confiance, d'avoir de la transparence. Ils ont donné la transmission médiatique au CIS Culture Info Sport, qui est détenu par Mamadou Antonio Soiré, qui est le président de la Fédération guinéenne de football. C'est quand même un exploit. Enfin,
Pas pour moi, pour parce un que pays, oui, pour connaissant quand même Antonio Souaré, il faut dire que c'est un mastodonte d'aujourd'hui du football en Afrique. Il a plusieurs fois été pressenti, même d'ailleurs comme président de la CAF. Il faut dire que, tu l'as dit, il est le président de la FEGIFOOT, de la Fédération guinéenne de football, mais il est également le président de Guinée Airlines, qui est donc la première compagnie, l'unique compagnie même d'ailleurs de transport aérien du côté de la Guinée. Il est également le président de pas mal de boîtes marketing, et tu l'as évoqué tout à l'heure, donc de CIS, qui est donc un groupe média, CIS TV et CIS Radio. Aujourd'hui en Guinée, il faut dire que c'est une référence en matière de médias privés. Et donc CIS, il faut dire, au-delà même de la CAN de la CAN des moins de 20 ans, il a également gagné toutes les CAN inférieures en dehors de la CAN senior. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier ce choix? Qu'est-ce qui peut justifier ce choix? Je pense que peut-être c'est un début de solution au problème que nous posions tout à l'heure, que la CAF veut peut-être apporter, c'est-à-dire se dire, ok, on veut bien donner les droits télé aux gros sponsors comme Canal+, Beansport et tout, mais il faudrait également qu'on encourage des groupes locaux. Je pense que ça avait déjà été le cas avec le groupe AFNEX du béninois Christian Lacnidé, si je me trompe pas. Voilà, Christian Lacnidé, qui est donc le président du groupe LCI AFNEX, qui avait déjà quand même bénéficié d'un certain nombre de droits. Et je me dis, donner également des droits à une entreprise guinéenne, qui plus est une entreprise sous-régionale, ça peut permettre de vendre assez bien la compétition, même si à mon sens je pense que les droits n'ont pas été assez redistribués quand même, que ce soit dans la sous-région ou même dans des autres sous-régions comme l'Afrique centrale. La compétition n'a vraiment pas l'effet. Je pense qu'on est pratiquement la seule émission qui vraiment a fait un plateau spécial sur cette compétition-là, bien que le Cameroun ne participe pas à cette compétition. Alors on va donc rester dans les médias. La gestion de la presse quand même constitue essentiellement l'un des plus gros problèmes, d'autant plus que la distance est quand même marquante pour une compétition de la sorte. Oui, si vous avez deux sites de compétition et si la distance entre les sites dépasse déjà les 500 km, ça devient compliqué pour des médias en Afrique. C'est-à-dire, bien entendu, que pour qu'un média puisse envoyer des délégations en mission, il faudrait qu'il y ait un budget, il faudrait qu'il y ait un retour sur. Maintenant, une fois sur place, c'est qu'on a le choix d'avoir deux équipes dans les deux sites. Est-ce que le budget permet cela? Ça aussi, il faut voir maintenant. Ce qui est répandu en Afrique, c'est qu'il y a eu l'expérience gabonaise pendant la Coupe d'Afrique de 2017